secrétaire général Tolum préside une conférence d'anciens dirigeants du parti et de l'État pour commenter les projets de documents du 14e Congrès national du parti. La nouvelle loi sur le logement a assoupli les conditions d'achat de logements sociaux. Cependant, il reste encore des défis à relever. Les projets de formation professionnelle pour les travailleurs ruraux, en particulier des groupes ethniques, constituent une solution durable pour réduire la pauvreté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone de la télévision du Vietnam. Voici tout de suite les actualités du jour. Ce mercredi 6 novembre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général Tolum, le bureau politique et le secrétariat du Parti communiste vietnamien ont organisé une conférence d'anciens dirigeants du parti et de l'État pour commenter les projets de documents soumis au 14e Congrès national du parti. S'exprimant à l'ouverture de la conférence, le secrétaire général Tolum a déclaré que le 14e Congrès national du parti devrait avoir lieu en janvier 2026, ce qui constitue un événement politique d'une importance particulière pour le pays. Selon lui, les documents présentés au 14e Congrès du parti doivent être le produit de la quintessence, de l'intelligence de tout le parti, de tout le peuple et de toute l'armée. Il est donc nécessaire de promouvoir la démocratie intellectuelle collective avec la participation et les contributions de tous les services concernés du peuple. Au cours de la conférence, les délégués se sont penchés sur plusieurs rapports clés, notamment le rapport de synthèse sur le travail de construction du parti et la mise en œuvre de la charte du parti, ainsi que le rapport de synthèse sur certaines théories et pratiques de la réforme du pays au cours des 40 dernières années. Ce mercredi 6 novembre, dans le cadre de la 8e session de la 15e législature, les députés de l'Assemblée nationale ont discuté en séance plénière les modifications de la loi sur l'investissement public. Beaucoup d'entre eux ont salué ces changements, soulignant qu'ils introduisent une plus grande décentralisation, permettant ainsi aux localités de jouer un rôle plus proactif et responsable dans la mise en œuvre des projets d'investissement public. Plusieurs députés ont également proposé de préciser les règles visant à séparer le processus de défrichement des terres en un projet indépendant. L'après-midi, les députés ont poursuivi leurs travaux en examinant les amendements des lois portant sur l'aménagement du territoire, l'investissement, le partenariat public-privé et les procédures d'adjudication. À l'occasion de sa participation au 8e sommet de la sous-région du Grand Mekong, au 10e sommet de la stratégie de coopération économique Ayeyarwady Chao Phraya Mekong et au 11e sommet de coopération Cambodge, Laos, Myanmar, Vietnam, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré le 6 novembre à Kunming, province chinoise du Yunnan, son homologue Lao Sonsei Sivandon. Les deux premiers ministres ont passé en revue la coopération bilatérale au cours de la dernière période, soulignant l'étroite coordination des deux gouvernements et les efforts des ministères et secteurs au niveau central et local pour mettre en œuvre les accords de haut niveau. Ils ont convenu de continuer à réaliser des avancées dans la coopération économique et commerciale. Ils ont également décidé de mettre en œuvre plus efficacement la coopération culturelle et de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Et lors de sa visite de travail en Chine, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré ce 6 novembre le secrétaire du comité du parti de la province de Yunnan, Wang Ning, et le gouverneur de la zone autonome Zhuang du Guangxi, Lan Tianli. Phạm Minh Chính et Wang Ning ont salué les développements positifs des relations entre les deux partis et les deux pays au cours de ces dernières années et ont échangé des mesures pour promouvoir la coopération entre ministères, agences et localités vietnamiennes avec la province du Yunnan. Le Premier ministre a proposé plusieurs initiatives concrètes dont l'objectif de porter à 5 milliards de dollars les échanges commerciaux entre le Vietnam et la province Yunnan et de développer un projet pilote de porte-frontière intelligente.
De son côté, le secrétaire du comité du Parti communiste chinois pour le Yunnan a exprimé sa volonté de renforcer la coopération dans des domaines clés tels que l'énergie verte, l'agriculture de montagne et le tourisme. Recevant le gouverneur de la zone autonome Zhuang du Guangxi, Lan Tiali, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties coopèrent pour mettre en place des chemins de fer à écartement standard reliant le Guangxi au Vietnam et réaliser efficacement le modèle pilote de porte frontalière intelligente. Le chef du gouvernement a également proposé que le Guangxi continue de faciliter l'importation des marchandises, en particulier le produit agricole vietnamien, dans le Guangxi. Lan Tianli a quant à lui affirmé sa détermination à promouvoir la coopération et les liaisons routières et ferroviaires entre les deux parties, en particulier les lignes ferroviaires reliant le Guangxi à celles vietnamiennes de Đông Đăng, Hanoï, Móng Cái et Hải Phòng. L'Office général des statistiques vient de publier son rapport socio-économique pour les 10 premiers mois de l'année, montrant une forte croissance dans la plupart des secteurs par rapport à la même période de l'an dernier. En octobre et au cours des 10 derniers mois, l'économie vietnamienne a maintenu une trajectoire de croissance positive, mise en évidence par un chiffre d'affaires commercial total dépassant 647 milliards de dollars, soit une hausse de près de 16% sur un an. Les exportations ont notamment connu une forte hausse, contribuant à un excédent commercial de plus de 23,3 milliards de dollars. La stabilité macroéconomique et un environnement des affaires amélioré ont facilité les décaissements d'investissements directs étrangers, la croissance de l'indice de production industrielle et l'emploi industriel. En conséquence, les recettes du budget de l'État pour la période de 10 mois ont atteint 65,8 milliards de dollars et se rapprochent de l'objectif de recettes pour l'ensemble de l'année. Un contrôle efficace des prix a également maintenu l'indice moyen des prix à la consommation à seulement 3,78% d'augmentation sur un an. Dans le même temps, le total des ventes au détail de biens et des revenus des services aux consommateurs devrait dépasser 214 milliards de dollars. Dans un télégramme récemment publié, le Premier ministre a demandé aux localités côtières de gérer complètement la pêche INN, soit la pêche non déclarée, non enregistrée et non réglementée, avant le 20 novembre. Actuellement, 28 localités côtières à travers le pays ont simultanément lancé une campagne de patrouille, d'inspection et de contrôle des navires de pêche non enregistrés. Tout de suite, état de lieu. Dans la province de Cà Mau, les 1500 navires de pêche hauturiers sont surveillés via un logiciel. Chacun est doté d'un dispositif de suivi d'itinéraire. Ce dispositif de suivi de trajet, je le trouve très bien. Il me suffit de rester à la maison pour surveiller les activités et l'itinéraire de chaque bateau de pêche en mer. Nous avons travaillé avec les autorités des districts et des communes pour fournir des informations actualisées et trouver des solutions pour prévenir la pêche INN. Dans la province de Quảng Ngãi au centre, de nombreux pêcheurs ont choisi d'installer 2 dispositifs de suivi de trajet sur un même bateau afin d'éviter une perte de signal. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à ce jour, 99% des navires de pêche d'une longueur de 15 mètres ou plus sont déjà équipés d'un équipement VMS. Depuis le début de l'année, le nombre de navires de pêche saisis par des pays étrangers a baissé de 80% par rapport à 2017. Les restrictions citées par la Commission européenne lors de 4 inspections précédentes ont été réglées. Auparavant, il n'était pas possible de retracer l'origine des fruits de mer pêchés ainsi que des fruits de mer importés via les ports maritimes. Ce n'est plus le cas maintenant, avec des mesures de contrôle strictes mises en place par les autorités des provinces côtières. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a demandé aux localités de revoir et de compléter le marquage de tous les navires de pêche, les numéros d'immatriculation des navires entrant et sortant des ports. Tous les propriétaires des bateaux de pêche se sont engagés à ne plus commettre des violations recommandées dans les rapports de l'ACO. D'ici à la 5e inspection, la mise en place sérieuse et stricte des recommandations de l'ACO sera le facteur décisif pour faire retirer le carton jaune.
La nouvelle loi sur le logement a assoupli les conditions d'achat de logements sociaux, les rendant plus accessibles aux acquéreurs. Ces conditions favorables ont également motivé les investisseurs à se joindre au projet et à lancer davantage de projets de ce type sur le marché. Cependant, plusieurs projets de logements sociaux sont toujours confrontés à des défis. Situé au milieu d'une zone résidentielle densément peuplée de Hanoï, ce terrain était à l'origine destiné à un projet visant à fournir des logements abordables aux policiers à faible revenu. C'était il y a plus de 10 ans. La ville étudie actuellement des plans pour le convertir en un projet de logements sociaux de 77 appartements. J'habite ici depuis 40 ans. J'espère que le projet sera bientôt mis en œuvre. Malgré sa position au centre de la ville, le retard du projet provient de la largeur insuffisante de la route d'accès. L'entrée ne peut accueillir que 2 motos côte à côte, ce qui est inférieur au minimum de 3,5 mètres requis pour la conformité à la sécurité incendie. Il y a encore 3 à 4 ménages qui bloquent la route, la rendant trop étroite. Nous proposons que les autorités locales se coordonnent avec les investisseurs pour trouver une solution afin que le projet puisse se poursuivre. Un représentant du service de la construction de Hanoï a indiqué que la ville compte 69 projets de logements sociaux en cours ou en préparation. Les responsables compilent et examinent les défis de chaque projet pour trouver des solutions, dans le but d'augmenter l'offre globale de logements sociaux. La ville envisage également d'ajouter une quinzaine de fonds fonciers pour créer des zones de logements sociaux indépendants à grande échelle. La sélection des investisseurs est un défi. Hanoï a proposé des réformes pour simplifier les procédures administratives et réduire le temps nécessaire à la sélection des investisseurs pour une mise en œuvre plus rapide. Hanoï exige que 25% des terrains des projets de développement de logements commerciaux soient alloués au logement social. Cependant, ces derniers temps, de nombreux projets ont connu des retards. Si des solutions efficaces sont mises en œuvre, l'offre de logements sociaux pourrait considérablement s'améliorer. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Dans la nuit du 5 novembre, de nombreuses provinces centrales ont continué à connaître de fortes pluies en raison de l'influence de l'air froid et des vents d'est de haute altitude. Les précipitations mesurées à certains endroits atténués, Da Nang, Quảng Nam et Quảng Ngãi, ont toutes dépassé 100 mm. Il est prévu qu'aujourd'hui et demain, de fortes pluies seront concentrées entre Quảng Trị et Khánh Hòa, avec une quantité de 50 à 100 mm et dans certains endroits, des pluies dépassant 200 mm. Ces localités doivent prendre des précautions contre les inondations dans les zones basses, les crues soudaines et les glissements de terrain. Ces dernières années, la sécheresse, l'intrusion d'eau salée et les glissements de terrain ont gravement affecté la production de riz dans le delta du Mekong. En réponse, le gouvernement a adopté la résolution 120 qui met l'accent sur le développement durable de cette région pour s'adapter au changement climatique. Cette politique décourage l'expansion de la troisième récolte de riz et encourage plutôt les agriculteurs à élever des poissons dans les champs inondés pendant la saison des pluies. Cela les aide à non seulement améliorer le revenu, mais aussi à restaurer l'écosystème naturel. La montée des eaux a créé une nouvelle saison agricole pour les agriculteurs des zones inondables. Beaucoup comme filles ont rejoint des coopératives pour élever des poissons au lieu de les pêcher et les vendre quotidiennement. Les champs sont devenus des étangs où les poissons sont élevés jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille rentable. Cette approche est généralement plus durable. Nous respectons les réglementations en matière de pêche. Ce n'est pas le cas dans d'autres régions. Les petits poissons sont capturés à l'aide de fusils électriques. Pendant ces périodes de crue, les stocks de poissons sont abondants et leur prix est donc modeste. Mais grâce aux récoltes soigneusement planifiées, ils atteignent des prix plus élevés.
Dans le district de Tam Nông, ce modèle fournit des revenus grâce à l'aquaculture et offre de nouvelles opportunités pour l'écotourisme. Les visiteurs peuvent découvrir le mode de vie unique du delta du Mekong pendant la saison des crues. Les efforts visant à stimuler le tourisme ici visent à augmenter les revenus des habitants. Tous les guides sont membres de notre coopérative, de véritables agriculteurs. L'élevage de poissons dans les rizières après récolte transforme les vies en alignant les moyens de subsistance sur les conditions climatiques naturelles. Cette approche offre à la fois des avantages économiques et une restauration écologique. Elle représente un changement stratégique vers une agriculture durable, ce qui aide le delta du Mekong à s'adapter aux défis du changement climatique. Avec les politiques de soutien du parti et de l'État, l'éducation et en particulier la formation professionnelle est considérée comme une solution durable face à la pauvreté. Ainsi, un projet offrant des cours de formation professionnelle pour les travailleurs ruraux, en particulier des groupes ethniques, a été mis en œuvre à l'échelle nationale et s'est avéré efficace. État de lieu dans la province de Lâm Đồng où ce projet a attiré la participation de nombreux travailleurs ethniques issus de ménages pauvres et quasi-pauvres. Chaque week-end, ce groupe de jeunes villageois suit un cours de formation vétérinaire. C'est la première année que le district de Đam Rông inclut ce sujet dans sa formation professionnelle destinée aux minorités ethniques. Je suis actuellement agriculteur et je souhaite suivre ce cours pour augmenter mes revenus et pouvoir soutenir ma communauté. Le cours d'élevage de vers à soie est aussi l'un des choix préférés des étudiants, car ce métier apporte aux gens un revenu stable et le mûrier est considéré comme l'une des cultures clés du district de Đam Rông. Auparavant, j'avais appris l'élevage du ver à soie auprès de mes parents. Maintenant, après l'école, je sais identifier les cocons endommagés et le meilleur moment pour les sécher. De 2022 à 2024, grâce au financement des programmes nationaux ciblés, le district de Đam Rông a dépensé plus de 3 milliards de dons pour organiser 51 cours de formation professionnelle pour près de 1000 étudiants issus des ethnies minoritaires. Une fois que les étudiants ont terminé leur cours, ils acquièrent des compétences spécifiques, reçoivent un certificat professionnel de base et peuvent appliquer ce qu'ils ont appris dans la vie quotidienne. Le district continuera de soutenir les résidents en leur offrant un meilleur accès aux fonds du programme national cible. Nous voulons les aider à utiliser efficacement les ressources et à améliorer leur qualité de vie. Près de 100% des étudiants peuvent trouver un emploi stable avec de bons revenus après leurs études. Grâce à cela, le taux de pauvreté multidimensionnelle du district de Đam Rông a considérablement diminué. Le district vise à réduire encore ce taux à environ 7,2% d'ici fin 2024. Situées à une altitude de 800 à 1000 mètres au-dessous du niveau de la mer, les trois communes de Quyết Chiến, Ngô Luông et Vân Sơn de la province de Hòa Bình sont dotées d'un climat frais et de paysages pittoresques. De plus, ces trois communes préservent encore de nombreuses valeurs culturelles traditionnelles de l'ethnie Mường. Tirant parti de ces avantages, ces localités ont développé des zones touristiques de niveau provincial, ce qui leur permet de créer de nouveaux moyens de subsistance pour les habitants. En 2019, la famille de Bio est devenue l'un des trois foyers du hameau de Thien à s'inscrire au tourisme communautaire avec le soutien financier de la Fondation australienne pour les peuples d'Asie et du Pacifique. Situé sur une colline surplombant le champ, son homestay a accueilli de nombreux groupes de visiteurs avec la cuisine et la culture traditionnelle du peuple de l'ethnie Mường. Auparavant, les ménages d'ici ne savaient pas comment faire du tourisme. Grâce au soutien du gouvernement, nous avons reçu une formation sur la façon de développer le tourisme communautaire. Depuis lors, nos vies se sont nettement améliorées.
Le district de Tân Lạc s'est concentré sur la création de 3 sites touristiques communautaires modèles dans 3 communes. Cette initiative a renforcé la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles de l'ethnie Mường, tout en développant le tourisme pour augmenter les revenus locaux. Nous avons choisi le hameau de Bac Tung comme modèle de tourisme communautaire. Dans un premier temps, les habitants ont appris à développer le tourisme communautaire et ses avantages. Le district de Tân Lạc se concentre actuellement sur la mobilisation de toutes les ressources pour investir dans le développement des infrastructures et des installations touristiques. Dans les temps à venir, la province de Hòa Bình s'efforcera d'exploiter efficacement son potentiel et ses avantages, tout en transformant les communes montagneuses de Tân Lạc en zones touristiques de niveau provincial d'ici 2030, avec une vision pour 2050. Pendant les années de guerre, chaque lettre, chaque page du journal était un pont entre la ligne de front et des proches, un moyen de transmettre les pensées, les sentiments et les souhaits de paix des soldats de Hanoï sur le champ de bataille. À travers chaque ligne d'écriture, les soldats possédaient toujours de l'élégance et l'esprit romantique, même au milieu de champs de bataille féroces. Ils écrivaient toujours des lettres poétiques et des journaux pleins de charme. Des lettres témoignent du sacrifice, du courage, de l'amour de la patrie, de l'amour entre les couples et d'une foi éternelle au jour de la paix. Par conséquent, les lettres et les poèmes de guerre vivent toujours dans le cœur des Vietnamiens. Veuillez conserver cet anneau en papier, car il a de nombreuses significations. 2 cœurs s'embrassant vivront éternellement sans que le temps ne s'efface. Cette lettre a été envoyée le 19 juillet, la veille du départ de mon fiancé sur le champ de bataille. Telles sont les promesses faites par le soldat Trần Minh Tiến et la jeune fille Vũ Lưu Liên avant de partir combattre sur le front sud. Ils étaient camarades de classe au collège et ont commencé à s'aimer en 1963 lorsque M. Tiến a rejoint l'armée au régiment 102 stationné à Vĩnh Phúc. Durant leurs 5 années d'amour à distance, même s'ils se sont rencontrés que 20 fois, leur amour est resté inébranlable, nourri à travers des centaines de lettres et poèmes de guerre. Le 27 mai 1968, Madame Liên avait reçu la dernière lettre de M. Tiến avant sa mort pour le front de Khe Sanh à Quảng Trị. Dans la dernière lettre, il était écrit « Qui sait, peut-être que je ne reviendrai pas aujourd'hui. Toute ma vie a été consacrée à la patrie, donc je ne regrette rien. Je regrette seulement si cette lettre ne t'arrive pas et te laisse m'attendre. Il pense toujours à moi. J'ai rencontré ses coéquipiers, ils m'ont annoncé qu'il était décédé. Mais je n'arrêtais pas de me dire que peut-être il avait tout simplement disparu et qu'il reviendrait. Je l'attendrai toujours. Mais tout n'est pas comme je le pensais. Il est vraiment parti pour toujours. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Je l'aimais beaucoup, donc c'était très douloureux pour moi. Les lettres de cette époque sont encore presque intactes. Les 109 lettres ont ensuite été transformées en livres, les lettres d'amour à travers la guerre par le colonel Đặng Vương Hưng. Je pense que c'est un couple typique, un jeune homme et une jeune femme qui s'aiment. L'amour en temps de guerre est très beau. Cependant, la vie et la mort sont toutes deux très fragiles. C'est l'amour du couple qui aide le soldat à surmonter toutes les difficultés, même à vaincre la mort et à revenir. Les lettres entre le martyr Tiến et Madame Liên ne sont que quelques-unes des milliers de lettres et de journaux de combat des soldats de Hanoï que le colonel Đặng Vương Hưng a collectés. Les lettres ne sont pas seulement un point d'appui pour les soldats, mais aussi un lieu où les soldats de Hanoï peuvent mettre leur âme artistique dans chaque trait de plume. Même dans les circonstances les plus difficiles, les mots restent simples mais riches en émotions,
ils écrivent toujours des poèmes avec optimisme. Pour moi, Hanoï est une petite maison à côté d'un petit étang. La rue Nguyễn Du avec arbres au bord du lac, ce sont des souvenirs qui rafraîchissent l'âme. Extrait de 20 ans pour toujours du martyr Nguyễn Văn Thạc. Ces lettres sont des documents de soldats individuels, mais elles représentent aussi l'esprit de la capitale tout entière. Et lorsque le champ de bataille en a besoin, les soldats sont prêts à consacrer même leur sang et leur vie. De nombreux poètes et écrivains ont évoqué l'esprit immortel d'une jeune génération engagée dans la guerre pour protéger la patrie. Les soldats sont toujours prêts à protéger la patrie et la capitale. Les lettres deviennent des œuvres d'art à la valeur intemporelle, touchant le cœur des lecteurs des générations. Ces mots ne sont pas seulement un héritage culturel, mais aussi un symbole de la résilience, du romantisme et de l'esprit indomptable des soldats de Hanoï en temps de guerre. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.